pour l'instant, c'est d'abord remettre de l'argent parce que quand je regarde les autres grandes priorités, c'est entre autres de commencer les négociations avec les deux fédérations de médecins. Il faut être réaliste, là, ça ne sera pas fait, il n'y aura pas de résultats dans les 100 premiers jours. Ça promet, n'est-ce pas? On assistera peut-être à un changement de ton important au ministère de la Santé et des Services sociaux avec l'arrivée de Mme Danielle Mécan. C'est un nouveau visage en politique, mais pas dans le réseau de la santé, puisqu'elle était jusqu'à il y a 2 ans la PDG de l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, et puis travailleuse sociale de formation, mais plusieurs diplômes universitaires. Donc, vous avez fait un peu votre vie dans cet univers-là. Ce n'est pas un univers qui vous est inconnu, Mme Mécan. D'abord, bienvenue, félicitations. Merci. J'ai beaucoup interviewé le Dr Barrett au cours des 4 dernières années, et cela portait essentiellement sur ce qui allait se passer avec notamment les médecins. Vous venez d'entendre M. Legault. Comment vous réagissez? Avez-vous paru soulagé de dire que vous n'êtes pas obligé de faire ce qu'il promet de faire sur les médecins en 100 jours? Bien, je pense que M. Legault, notre premier ministre, est réaliste. Mais c'est certain que nous allons nous mettre à la tâche. D'ailleurs, nous nous mettons à la tâche. Je devrais parler au présent parce que nous sommes au lendemain de la sermentation. Et nous nous mettons à la tâche dès aujourd'hui. Prendre connaissance des dossiers rapidement, en quelques jours, et évidemment entamer des rencontres importantes là, dans le dossier de la santé et des services sociaux. On va revenir spécifiquement aux deux fédérations de médecins sur la question des négociations. Mais cette semaine, je ne sais pas si vous êtes abonné au quotidien Le Devoir, mais en tout cas, vous allez le lire, j'imagine, régulièrement. Deux unes cette semaine qui font état de la pénurie des médecins de famille. Une clinique qui ferme au centre-ville de Montréal. C'est souvent les unes des journaux, les manchettes. La santé, là, ça fait la manchette tous les jours. Alors, pour les 4 prochaines années, vous allez être confronté à ça. Est-ce que la ministre de la Santé que vous êtes devenue est capable, par exemple, de sauver une clinique qui est à l'agonie, c'était le titre du Devoir, qui perd ses médecins, qui en avait 25 il y a quelques années, il en reste 5, et à qui on dit, bien écoutez, on ne peut pas vous envoyer de médecins. Les fameux PREM, là, les plans régionaux d'effectifs médicaux, on n'envoie pas de médecins à Montréal. Alors, c'est ici, semble-t-il, que les pénuries sont les plus importantes. Et vous avez été à Montréal. Oui, et je connais Montréal très bien. J'ai été PDG de l'Agence de Montréal pendant 2 ans. La question que vous soulevez, c'est une question extrêmement prioritaire et évidemment, il faut que je prenne connaissance du dossier d'une façon là, qui lui donne justice. Mais c'est clair, Mme Dussault, que c'est une grande priorité d'intervenir à court et à moyen terme dans ce dossier. Et j'ajouterais qu'il y a différentes stratégies aussi. Nous avons besoin des médecins de famille. Montréal, il faut s'y pencher comme la Montérégie, comme les Laurentides, comme la Mauricie, où est-ce qu'il y a des besoins importants. Mais il y a aussi la question du rôle des autres professionnels qui vont mettre la main à la pâte davantage. Ils le font déjà, mais c'est sur quoi il faut miser. Parce qu'évidemment, déléguer à d'autres professionnels, je sais que vous pouvez avoir en tête les infirmières, les super-infirmières, mais on n'a pas le compte encore. Puis même, il y a moins d'1 an, on disait qu'il manquait encore près de 2000 infirmières au Québec. Donc, on ne va pas inventer du jour au lendemain la délégation. Mais cette clinique-là va fermer en juin. Elle avait 25 médecins, c'est 40 000 dossiers, peut-être des milliers de patients qui vont rester orphelins, parce que, semble-t-il, les règles d'attribution des postes de médecins ont défavorisé Montréal. On sait que vous êtes un gouvernement qui va représenter les régions, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça? C'est certain, Mme Dussault, que nous allons nous pencher sur cette situation. Il y a une situation particulière à Montréal parce que les médecins qui sont à Montréal voient aussi des travailleurs qui viennent de d'autres régions. Alors, évidemment, il faut voir comment on en tient compte dans les calculs qui sont faits pour les PREM et s'il y a des modifications à faire à ce niveau-là, nous allons les faire. Alors, on va essayer de rendre justice, qu'il y ait une équité entre les différentes régions en tenant compte des spécificités de Montréal, par exemple. Donc, il y a une forte clientèle, il y a une forte Absolument, demande. absolument. Puis, la population augmente. À chaque printemps, c'est les jeunes médecins diplômés qui postulent pour notamment devenir médecin de famille ou médecin spécialiste. Au printemps, c'est un cri d'alarme que la Fédération lançait des omnipraticiens. Il y a 62 postes, 65 postes de résidents. Ça veut dire qu'il y a 65 médecins de famille en moins qui s'annoncent dans le réseau. Puis dans la région de l'Abitibi, c'est 19 postes sur 22 qui n'ont pas été comblés à cause peut-être du manque d'attrait, le manque d'attrait de la médecine familiale. On les a beaucoup critiqués, les médecins de famille, ces dernières années. Et je pense qu'il faut soutenir nos médecins de famille parce que, vous savez, la loi 20, ça a été très difficile à vivre pour nos médecins de famille.
c'est le bâton, hein, quelque part, la loi 20. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment de la collaboration, notamment avec la Fédération des médecins omnipraticiens, mais avec aussi d'autres associations de médecins. Et je pense qu'avec l'esprit que nous avons de collaboration et des stratégies nouvelles, nous espérons évidemment attirer davantage de médecins de famille. Je pense qu'il y a eu des dommages dans ce sens-là avec ce qui a été fait dans les 4 dernières années. Alors, vous pensez que la stratégie de forcer les médecins à travailler plus s'ils avaient plus d'argent, que c'est une mauvaise stratégie? Je pense que c'est l'approche, l'approche qui a été problématique. C'est sûr que les médecins ne sont pas seuls dans le réseau. Il y a un décloisonnement de pratiques qui doit être fait. Il y a la modification du mode de rémunération qui est une clé importante de ce que nous voulons faire. En l'ensemble des professionnels, je pense aussi, Mme Dussault, non seulement aux infirmières, aux travailleurs sociaux, etc., mais aussi aux ambulanciers, aux pharmaciens. Il y a vraiment un ensemble de possibilités et il va falloir vraiment travailler à attirer davantage de médecins de famille dans les fonctions, dans les postes. Alors, moi, je vais prendre le temps de bien prendre connaissance du dossier et je serai très contente de revenir à votre émission pour vous en parler. Parce que la promesse de 90 minutes à l'urgence vient avec le fait qu'il y aura des médecins de famille dans des cliniques comme celles qui s'apprêtent à fermer, parce que les gens vont aller à l'urgence. S'ils ne peuvent plus aller à leur clinique, ils vont aller à l'urgence. S'ils ne peuvent pas avoir accès à un GMF, ils vont aller à l'urgence. Les GMF ont de la misère parce qu'ils ne peuvent pas embaucher d'infirmières. Il n'y en a pas. Il manque de personnel. Oui. Donc, est-ce que ça va être votre priorité numéro 1, d'après vous? Oui, oui, Mme Dussault. Ça va être la priorité numéro 1, de renforcer la première ligne et de travailler à ce que ces situations que vous décrivez diminuent de plus en plus. Est-ce que vous souhaitez que les médecins de famille enregistrent plus de patients? J'ai ressorti une promesse du PLQ du 30 août 2018. Les libéraux promettaient d'augmenter, non pas la cible de 85 mais de l'augmenter quasiment à 90 et de sortir les pénalités de la fameuse loi pour décembre 2018. Oui. Qu'est-ce qui va arriver en décembre 2018? Allez-vous appliquer les pénalités prévues par la loi? Écoutez, moi, ce que je veux vous dire davantage, si vous permettez, c'est que la clé, c'est le changement de mode de rémunération. Oui. Ça veut dire qu'il faut que les médecins de famille puissent prendre davantage de patients, que ces patients-là n'aillent plus à l'urgence pour des problèmes mineurs. Et ce mode de rémunération, la prise en charge, va aider le travail interdisciplinaire, prendre davantage de patients qui ont des problèmes mineurs. Mais ça ne va pas se faire d'ici le mois de décembre. Alors, il y a le tiers des médecins de famille qui, déjà, sont payés à la fois à l'acte et à la capitation, un mélange hybride. Ça se fait de plus en plus, là, le regroupement de médecins par achat. Mais normalement, les libéraux punissaient les médecins là, dès le mois de décembre. Là, vous allez avoir ça sur votre dossier. Est-ce qu'ils vont être punis, ceux qui n'ont pas 85 de patients inscrits au mois de décembre 2018? Vous parlez peut-être aussi de l'assiduité, hein? Oui, le fameux taux d'assiduité. Le taux d'assiduité à 85 c'est ça. Écoutez, on va examiner tout ça, mais nous, le bâton, ce n'est pas notre approche. Je vous le dis vraiment très clairement. Nous allons aider les médecins de famille à ce qu'ils aient vraiment de l'accès adapté, donc de voir les patients davantage, d'avoir des plages horaires. Il y a à peu près le libre tiers... le matin. Libre le matin. Le tiers des médecins le font. Je pense qu'il faudrait que tous les médecins le fassent. Parce qu'au mois d'août, M. Barrette parlait déjà de pénalités salariales qui peuvent atteindre jusqu'à 30 s'il n'y avait pas le taux d'assiduité de 85 en décembre 2018. Donc, on peut penser qu'il n'y aura pas de pénalité en décembre 2018, si je vous suis bien. Là. Écoutez, ce n'est pas notre approche à ce moment-ci. Très bien. Alors, ça, c'est pour les médecins de famille. Vous arrivez donc en poste avec l'idée de changer, de ne pas faire de réforme de structure. Mais vous, quand vous étiez PDG de l'Agence de la santé, vous étiez dans le CIS avant, ou comment ça s'appelait, le CSS avant, tout ça a disparu, là, puis il y a des CIUS, des CIS, il y en a une vingtaine au Québec. Alors, vous avez dit, non, pas question de faire de réforme de structure. Mais il y a des gens à travers le Québec qui sont essoufflés, déprimés, tannés, qui trouvent que le système est inefficace, entre autres à cause de cette nouvelle structure qui a été amenée par Dr Barrette, à centraliser des gens qui font que des centaines, ils ne sont pas près des gens, ils ont des conseils d'administration à des centaines de kilomètres des patients. C'est ça. Vous allez vivre avec cette structure-là? Nous allons décentraliser, Mme Dussault. Alors, nous allons faire un exercice de revision, voir comment fonctionne actuellement le réseau de façon plus approfondie. Mais il est certain que nous allons nous pencher sur ce que vous décrivez et faire en sorte qu'il y ait davantage de proximité des équipes, des conditions de pratique qui soient meilleures
Le rôle des comités des usagers aussi, il faut le revoir pour qu'il soit davantage valorisé, et aussi les conseils d'administration. Il y a vraiment, comme vous dites, une très grande centralisation. Nous allons décentraliser, nous préoccuper des équipes terrain. Comment on fait ça si on change pas les structures? Bien, on n'a pas besoin de changer les structures. Si on s'assure que les conditions sont bonnes pour nos intervenants. Par exemple, que les intervenants n'ont pas à faire des kilomètres et des kilomètres d'un site à l'autre. Ça, vous le savez, ça, vous avez ces témoignages épouvantables. Oui. Alors ça, il faut vraiment... On ne s'occupe pas du monde quand on est au volant de son auto. Là, Et il faut regarder ces conditions de pratique. Des choses très terrain, très pratiques et très aidantes pour les intervenants. Quelque chose de très concret. On a tous à l'esprit les larmes de cette jeune infirmière de Sherbrooke. Il y a des projets pilotes, semble-t-il, qui devaient être mis en place. Le ratio infirmière-patient. Qu'est-ce que vous avez? Ça aussi, c'est une urgence là, pour vous, là, rapidement. Oui. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Écoutez, je pense qu'on n'aura pas le choix d'ajouter des ressources dans les endroits où est-ce que c'est le plus critique. Il y a un ensemble de professionnels aussi auxquels on peut faire appel. Par exemple, des infirmières auxiliaires. Vous savez qu'il y a 38 des infirmières auxiliaires qui sont à temps plein actuellement. C'est très bas comme taux. On devrait créer plus de postes. Bon, surtout qu'ils sont mal payés. Ces gens-là, c'est pas attrayant pour faire ces emplois-là qui sont très difficiles. Infirmières auxiliaires, il faut regarder vraiment. C'est mieux que préposé aux bénéficiaires? Préposé, moi, je considère que c'est le plus beau métier du monde. Oui, mais mal payé. On va valoriser cette fonction et valoriser dans tous les sens du terme. Alors, évidemment, on va prendre un petit peu de temps pour faire tout ça, mais c'est notre objectif et nous comptons bien le faire, Mme Dussault. M. Legault était en Outaouais. Oui. Alors, il a répété la promesse de construire un hôpital de 170 lits. Vous allez avoir un chantier de construction en commençant. Oui. Ça prend combien de temps, lancer la construction d'un hôpital en Outaouais? Ça dépend vraiment là, du dossier. Regardez, on a l'hôpital à Vaudreuil aussi, là, qui est un autre chantier qui va avoir lieu. C'est des besoins, évidemment, populationnels et on va certainement... travailler à ce dossier-là. Je sais qu'on vous a beaucoup posé la question de la fameuse entente avec les médecins. Vous allez attendre un rapport en 2019, va peut-être arriver plus tôt. C'est Mme Francoeur qui est présidente. Vous ne voulez pas de confrontation, mais il n'y aura pas de miracle là, quand même. Pourquoi les médecins? Parce que vous voulez aller chercher $1 milliard quand même. Ce qu'on veut, là, c'est vraiment s'asseoir avec la Fédération, puis on veut absolument trouver une solution gagnant-gagnante. Je pense que je vous l'avais mentionné peut-être la dernière fois que j'étais venue. Il y a des médecins spécialistes qui nous disent « Moi, j'aimerais bien mieux avoir de meilleures conditions de travail, organisation des soins, des ressources davantage, du personnel davantage pour que je puisse travailler davantage. » Alors, il y a vraiment une bonne discussion à avoir avec Mme Francoeur. J'ai posé la question à votre collègue, M. Robert Gière, ministre de l'Éducation. Qu'est-ce qui fait un bon ministre de la Santé, d'après vous? Vous qui avez été sur le terrain, puis on les vu passer, des ministres de la Santé, qu'est-ce qui fait un bon ministre de la Santé? Un bon ministre de la Santé est à l'écoute des citoyens et du personnel et va créer les conditions pour de l'innovation, Mme Dussault, mais de l'innovation pratique. Alors qu'on va être capable d'avoir les conditions pour ce que, par exemple, chaque Québécois a un médecin de famille et qu'il y a des services de qualité partout, dans toutes les régions, avec une couverture complète. Écoutez, on a fait un premier tour d'horizon. Bonne chance. Merci. Merci. À la prochaine. Merci, Mme Dussault.